24e chapitre, deuxième partie, le cerveau et le cosmos, la neuroscience et l'astrophysique. Le cerveau n'est pas une simple machine mécanique. Il y a une subtilité, un principe énergétique qui nous permet de comprendre une essence beaucoup plus profonde. On parle de l'esprit, spiritus, cela veut dire à l'origine le souffle divin. Le souffle divin, cette essence d'énergie qui crée le cosmos au début de toute chose, puisqu'au début de toute chose, il y a une soupe primordiale dont nous provenons tous. Nous sommes de la lumière refroidie. Cette soupe primordiale passée par des étapes de condensation dans les soleils et dans la transformation de la complexité des atomes. Nous sommes donc cette essence. Par exemple, le docteur Dirk Hammer a développé certaines théories par rapport au champ électromagnétique du cerveau qui se retrouverait déchiré par certains chocs émotionnels. Et dans la cartographie cérébrale, les parties qui se retrouvent sans une irrigation correcte de champ électromagnétique se retrouvent à donner des ordres incohérents aux zones corporelles rattachées à cette partie du cerveau. Et les zones incohérentes, c'est faites la guerre, combattez. Et c'est ce qu'on appelle le cancer. Les cellules se battent contre d'autres cellules, et c'est la guerre dans le corps qui va mener jusqu'à la mort. Une chose importante, c'est la respiration. Quand on dit inspire et expire en japonais, on dit Dieu. Donc il y a un lien qui est profond par rapport à cela. 80% de notre respiration est inconsciente, mais nous avons 20% consciente. Par ces 20% conscientes, nous pouvons approfondir notre respiration. Respirer d'abord par le ventre, puis ensuite avoir une respiration qui remonte jusqu'au diaphragme, pour avoir une respiration entière. La respiration qui part vers les épaules et qui cherche à se bloquer vers les épaules est une respiration de stress, est une respiration de champ de conscience fermé. Et restreint. Et le fait d'avoir une respiration profonde qui démarre de très très bas, quand on commence à inspirer, même au niveau des poils pubiens, le ventre doit bouger, parce que la respiration va très profondément. Et quand on pratique cette respiration avec toute l'amplitude, on parle des racines tout en bas, du tronc qui remonte et des branches qui s'ouvrent au niveau du diaphragme. Quand on applique cette respiration, alors on altère petit à petit la globalité du cerveau qui se calme au niveau des rythmes. On reviendra sur les rythmes cérébrales un peu plus tard. Et les 80% restants dirigés par le bulbe rachidien, c'est-à-dire par l'ensemble d'un système mécanique, cet ensemble mécanique va être influencé par certains ordres qui sont donnés au-delà du conscient pour que nous puissions agir sur notre cerveau entier pour approfondir encore plus notre respiration, ce qui agit encore plus profondément sur le cerveau. C'est donc un cercle positif de fonctionnement. Comprendre l'essence de cette énergie du corps et du cerveau, c'est comprendre le problème d'une façon mécanique, évidemment. On doit comprendre le mécanisme, mais comprendre aussi l'essence même de l'énergie. D'où vient cette énergie? Est-ce que cette énergie est vide d'informations ou est-ce que cette énergie qui nous nourrit, qui est transformé par le cerveau. Le cerveau, on pourrait brancher une lampe de 20 watts dessus. Or, on ne sait pas d'où cette électricité vient. Le cerveau produit de l'électricité. Le cerveau, en donnant des ordres, envoie des petites parcelles d'électricité, mais l'on ne sait pas d'où cette électricité vient. On n'a aucune origine sur cette énergie. La possibilité d'accepter que si notre cerveau est fait à l'image du cosmos et que le cosmos n'est que pure énergie, notre cerveau est branché sur ça et notre pensée
d'une façon profonde, c'est une pensée cosmique. C'est une pensée qui est bourrée d'énergie cosmique. Est-ce que cette énergie cosmique est de la simple électricité vide ou peut-on y trouver aussi l'inspiration? L'inspiration vers la lumière, l'inspiration vers l'unité. Si je reprends d'autres langues telles que l'italien, l'âme en italien se dit anima. Anima, ça vient du mot animer. Ce qui vous anime, c'est l'âme. C'est le souffle divin, le spiritus, le spirit. Et dans toutes les langues, et dans toutes les origines différentes, philosophiques, historiques, on retrouvera cette essence qui dit que l'esprit est lié à l'énergie, à cette énergie de vie, d'existence, qui n'a rien à voir avec un simple sac à savoir-faire pour répéter des choix très limités à l'intérieur d'une société très limitée. Nous sommes beaucoup plus que cela. La vieillesse n'est pas un élément classique, je dirais. Si, classique, mais pas logique. Pourquoi? Parce que lorsqu'on analyse les capacités du corps, nous sommes faits pour vivre environ 1000 ans. 1000 à 1500 ans. Pourtant, au bout de très peu de temps dans notre vie, notre corps va libérer une forme de xanthophylle. Alors, qu'est-ce que c'est que la xanthophylle? C'est un produit qu'on va trouver dans les plantes, où nous avons la carotène, la chlorophylle et la xanthophylle. La xanthophylle, c'est ce qui va rendre les feuilles jaunes et qui vont tomber. Car ce n'est pas le froid qui fait tomber les feuilles des arbres, c'est le froid qui indique que l'arbre doit économiser. Et c'est l'arbre lui-même qui va libérer un produit de virtuelle autodestruction qui va lui permettre de se refermer entièrement et de s'économiser totalement en détruisant ses propres feuilles. Il va libérer pour ça de la xanthophylle, un produit jaune, qui va donc éliminer la vie dans les branches et ainsi de suite pour replier la vie dans un endroit bien protégé dans l'arbre et survivre pendant l'hiver. Nous faisons la même chose. Nous libérons un produit qui est très proche de la xanthophylle, comme si nous voulions économiser notre existence. Malheureusement, nous ne sommes pas capables après de relancer l'existence. Nous n'avons pas d'élan, nous n'avons pas d'esprit, nous n'avons pas le souffle divin qui fait qu'à un moment, on pourrait renaître de nos cendres, on pourrait redémarrer dans une nouvelle jeunesse, avoir une nouvelle amplitude. On peut voir ça parfois chez certaines personnes et voir une personne assez âgée tomber amoureux et quand il est amoureux, perdre 20 ans. Il y a un petit quelque chose qui nous montre qu'il y a en nous le feu sacré qui pourrait nous permettre d'aller contre cette autodestruction. Il faut savoir qu'il y a certains crabes qui existent, les crocodiles et les requins, qui sont immortels. Alors ils ne sont pas immortels devant les maladies, devant les accidents, mais ils ne connaissent pas la dégradation de la vieillesse. Ils ne vont pas libérer ce produit proche de la xanthophylle, et ces animaux, ces trois animaux, sont immortels. Donc l'immortalité est tout à fait possible, même sur notre planète. Pourquoi est-ce que certains crabes, les requins et les crocodiles ne libèrent pas ce produit d'autodestruction de vieillesse? Nous ne le savons pas. Nous pouvons nous tenir à des idées, à des suggestions qui pourraient nous dire que si nous avions moins de calcul, moins de stress, moins de peur, de terreur, si nous ouvrions à une joie plus grande, alors nous pourrions peut-être découvrir une autre motivation, soit de terminer la xanthophylle à un moment, soit de ne pas la commencer du tout. Alors vous allez dire, mais non, c'est faux, parce que les animaux, eux aussi, ils meurent de vieillesse. Ils meurent de vieillesse, mais ils vivent de stress. Ils vivent contre la chasse, contre la peur, donc ils vivent aussi dans le stress. On peut imaginer que les animaux qui ne libèrent pas ça, ne libèrent pas cette pseudo-xanthophylle, sont des animaux très simples, car le requin, le crocodile et les crabes sont des animaux profondément stupides, infiniment plus stupides qu'une souris ou un certain petit mammifère. Donc, peut-être y a-t-il un lien. Mais ce qui est certain à savoir, c'est que l'essence même de notre cerveau, notre capacité de capter cette énergie, devrait pouvoir nous rendre capables
comment, je ne sais pas, ou je l'imagine un peu, mais je ne suis pas capable de l'appliquer, pourrait nous rendre capables de vivre vieux, voire très vieux, voire extrêmement vieux. Donc on pourrait imaginer 200, 300, 500 ans, 1000 ans, 1500 ans. Il est intéressant de voir que même dans la Bible, qui reste certains traits historiques qui sont relatés dedans, eh ben on va découvrir que les gens au début, Mathusalem, ainsi de suite, ils vivent 980 ans, puis ensuite 800 ans, 700 ans, 600, 300. Donc on voit même dans les histoires qui sont racontées dans la Bible comme des traces de personnes qui dans le passé étaient capables de vivre beaucoup plus longtemps et qui perdent cette capacité parce qu'ils perdent ce souffle divin. Ils perdent cette âme, cette animation divine, anima. Je suis un adepte en psychologie de Carl Jung, qui me semble être la meilleure référence pour une bonne direction thérapeutique. Et Carl Jung décrivait le cerveau et l'esprit comme le souffle divin. Ce souffle divin qui peut réanimer des braises et retransformer quelque chose de presque totalement éteint en un feu éclatant. Donc, Carl Jung décrivait l'essence même de cette vie bouillonnante en nous, de cette capacité de bouillir de vie, comme l'esprit de vie, comme l'anima, tel que je l'ai décrit déjà précédemment, et dans cette deuxième partie, et dans la première partie du chapitre 24. Alors quand on revient vers la compréhension de cette énergie qui nous anime, de cette énergie qui est captée quelque part dans le cerveau et qui se condense sous forme d'idées, d'inspiration, d'âme, de volonté divine, de volonté cosmique, nous avons déjà cette boule d'énergie qui pourrait alimenter une ampoule de 20 watts, mais aussi lorsque l'on calcule l'énergie de notre corps, lorsque l'on calcule ce que l'on mange, la transformation biologique du sucre et autres alimentations qui vont être brûlées avec l'oxygène, etc., il nous manque 25%. Il y a 25% manquants que nous dépensons dans notre vie, mais nous ne savons pas d'où elle vient. Ces 25% d'énergie, eh bien, elles proviennent de l'énergie pure de notre entourage. On parle là de ce qu'on appelle le ki, le chi, le prana, et il semble clair et évident que nous captons cette énergie cosmique et que nous en assimilons une partie que nous utilisons dans notre vie. Tout comme le cerveau lui-même développe aussi cette électricité de 20 watts qui ne provient de nulle part. Quand nous sommes dans un champ de conscience restreint, nous fermons de plus en plus à cette électricité, à cette énergie, et c'est pour ça que les pensées restreintes vont nous épuiser. Sous le stress, nous sommes bien moins capables de faire du sport, bien moins capables de réagir, bien moins capables d'affronter une chose. On ne réagit plus qu'en se référant aux références de savoir-faire pour faire face à tel ou tel problème, en répétant les erreurs du passé, de nos parents, de nos grands-parents et de nos propres erreurs. Développer notre énergie personnelle, c'est développer cette capacité à réagir, à entrer dans son champ de conscience d'extension, qui nous permet d'avoir plus d'énergie, de calmer la respiration et d'avoir des inspirations de véritable libre arbitre qui nous permettent de développer cette conscience unifiée de tout le cerveau qui est une machine extraordinaire de puissance. Nous avons, selon les écoles, entre 100 000 et 150 000 milliards de neurones. On parle souvent aujourd'hui de 100 000 milliards de neurones. Chaque neurone a un système de 7000 connexions différentes. Chaque neurone a un système de 10 000 connexions différentes avec d'autres neurones. Tout le principe de synapse qu'on va développer grâce aux cellules gliales. Donc ces cellules gliales sont les cellules qui vont développer les synapses dans le cerveau et qui vont amener chaque neurone à avoir 7000 formes différentes d'informations, 10 000 possibilités de développer des connexions avec d'autres neurones. Donc quelque chose d'absolument fantastique, colossal. Personne aujourd'hui
ne peut dire le cerveau ne peut pas faire ça. Quand on parle de télépathie, quand on parle de télékinésie, quand on parle de remote viewing, et qu'on dit, certains diront non, ça fait pas partie des capacités du cerveau. Je ne suis personne pour dire que ça fasse partie de ses capacités, mais personne ne peut dire que ça n'en fait pas partie, puisque nous ne connaissons pas, vu la complexité gigantesque de cette machine, vu les expériences extraordinaires qu'on a pu voir dans les cas de NDE par exemple, personne ne peut dire ceci n'est pas possible pour le cerveau. Ça, c'est une affirmation claire, scientifique, parce qu'au-delà au-devant d'un calcul si cosmique, si gigantesque, il faut considérer que dans une galaxie, il y a environ 100 milliards d'étoiles. Donc on a la même proportion dans la galaxie que dans un cerveau. Et on considère environ 100 milliards de galaxies. Donc étrangement, encore une fois, nous avons à peu près la même proportion cerveau, galaxie et cosmos. Comment pourrait-on être capable d'analyser tout ça dans nos connaissances actuelles? Quand on parle du cosmos, finalement, on reconnaît qu'on ne connaît, en gros, on ne peut capter que 4 à 5% de l'essence même du cosmos. 4 à 5%. Et on voudrait prétendre qu'on peut capter plus et savoir plus et affirmer entièrement par rapport au cerveau. C'est une incohérence scientifique. Maintenant, il faut bien comprendre qu'il y a des autorités dans la connaissance. Et les autorités dans la connaissance, c'est que par exemple en égyptologie, lorsque j'ai beaucoup d'amis égyptologues et lorsque je parle avec eux, je leur dis mais attendez, ce que vous présentez sur les pyramides et ainsi de suite, c'est insensé. C'est pas possible. Le nombre de pierres qui a été monté pour un pharaon, pour fabriquer la grande pyramide de Gizeh, c'est totalement impossible. Architecturement parlant, qu'ils aient pu se faire 8 façades et non pas 4, avec des pierres qui sont anti-tremblement de terre, il y a un ensemble de données totalement impossibles. La précision de la géographie sur le continent lui-même, par rapport à la planète, par rapport aux directions, c'est de l'ordre de totalement impossible. Et les égyptologues, ils me disent, oui, tu as tout à fait raison, Edgy. Seulement, le problème, vois-tu, c'est que quand on est égyptologue, on travaille pour des universités, pour des autorités, et si on commence à dire qu'on ne croit pas dans la version officielle classique, eh ben, on peut dire au revoir à tout. Toute mission ne sera plus donnée et c'est payé par des universités. Les universités ne nous embaucheront plus, donc après des années et des années de travail en étant spécialisés sur les pyramides et l'égyptologie, il ne nous reste plus qu'à ouvrir une pizzeria. Donc il faut bien comprendre que sur beaucoup de choses, une autorité intellectuelle, très souvent, a les pieds et les mains et les synapses liés. Et très souvent, on n'est pas en droit de dire la vérité. Il n'y a que des gens comme moi qui travaillent en neurosciences, en psychologie, en analyse du cerveau, parce que je suis libre et indépendant, parce que je travaille différemment, alors je peux parler librement. Mais toute autre personne, si on prend Carl Jung, qui était un génie, Carl Jung a été rejeté de la plupart des gens. Et on l'étudie encore très peu aujourd'hui en psychologie. Tandis qu'on étudie entièrement Sigmund Freud, alors qu'aujourd'hui, on sait parfaitement que Sigmund Freud était un escroc, qui détournait de l'argent, qui a inventé énormément de choses, et entre autres, qui a inventé des dossiers où il a guéri des gens qui n'ont jamais existé. Donc on a trouvé de nombreux dossiers qui sont des dossiers fictifs, parce qu'il a réussi à soigner des clients de façon absolument époustouflante, sauf que ces clients n'ont jamais existé. C'est des dossiers qu'il a inventés du début à la fin. Et pourtant, Sigmund Freud reste une référence. On va étudier Sigmund Freud encore largement dans les universités, même si aujourd'hui, quand on parle à des psychologues avancés, ils reconnaissent tous et sont tous au courant que Sigmund Freud était un charlatan. Seulement, voilà, la structure est ainsi faite. Alors, il y a la théorie du pranisme, du respirianisme, qui dit que certaines personnes, on appelle ça le bigou en chinois, dans les monastères Shaolin, qui dit qu'on peut rester sans manger et même sans boire toute sa vie, sans perdre de poids, en étant en pleine forme, et ainsi de suite. Alors il faut savoir que je suis un grand ennemi du pranisme, parce que le pranisme est vendu
Dans notre société, en 21 jours, vous faites un stage fantastique et après vous êtes pranique, ce qui est une escroquerie totale, en sachant qu'il y a déjà plusieurs personnes qui sont mortes à l'intérieur de ces stages, parce que le corps n'est pas fait pour changer radicalement comme ça. Donc je suis un grand ennemi du pranisme tel qu'il est vendu dans la société, parce que l'esprit n'utilise que le savoir-faire, et le savoir-faire de notre société, c'est se faire un maximum d'argent sur le dos de personnes qui souffrent et même qui meurent. Donc le pranisme s'est développé dans cette philosophie-là. Pourtant, l'essence du pranisme part directement quand on analyse le fonctionnement du cerveau, quand on analyse ces 25% que l'on utilise et qu'on ne sait pas d'où ça vient, eh ben, on est déjà pranique. On est déjà pranique. On utilise déjà une partie de notre existence dès qu'on est un tant soit peu ouvert et détendu, qui ne provient pas de la nourriture et de l'alimentation simple. Alors, ne serait-il pas possible, comme on peut amplifier le cerveau, d'amplifier cette capacité de se capter sur cette énergie, de passer de 25 à 30, à 35%, à 40%, et pourquoi pas un jour à 100%. Ce sont des choses sur lesquelles je travaille d'une façon en recherche, tout à fait sérieuse, mais on entend parler de gens, de Marthe Robin, de Padre Pio, des gens qui sont liés à la religion, qui avaient une foi profonde, et on classe ça en miracles. Tous les miracles que l'on rencontre, ce sont des choses qu'on n'arrive encore pas à comprendre, tout simplement. Et il y a une possibilité. Dire oui, on peut être pranique, je ne le sais pas. Au niveau de mes connaissances actuelles, je ne sais pas si on peut être vraiment complètement pranique, tel que certains veulent bien le présenter. Par contre, qu'on puisse augmenter sa capacité que nous possédons déjà, de capter plus d'énergie et donc de diminuer notre besoin d'alimentation solide pour aller de plus en plus vers une alimentation énergétique, oui, ça reste très raisonnable. Jusqu'à quelle proportion peut-on aller ? Il faut le découvrir. Il faut encore travailler dessus et je travaille sur tellement de choses que je n'arrive pas à tout affronter. Je suis un peu comme Tesla, seul, à devoir affronter beaucoup de choses à des niveaux très différents. Donc, il y a un moment où mon timing a une limite. Mais on pourrait imaginer, en étant très très positif et en étant un petit peu libre dans la projection, on pourrait imaginer des êtres humains qui pourraient vivre plus de 1000 ans et qui n'auraient même plus besoin de manger et qui ne seraient pas marqués par la vieillesse. Oui, ça paraît de la science-fiction totale, mais au regard des apports scientifiques qu'on peut avoir aujourd'hui, si on regarde l'ensemble dans un champ de conscience dilatant, en expansion, on pourrait au conditionnel raisonnablement arriver vers cette possibilité comme étant un potentiel tout à fait sérieux à entrevoir. Dans notre cerveau, nous avons 5000 milliards de cellules gliales. Ce qui veut dire 50 cellules gliales pour un neurone. Donc une capacité de synapse qui est gigantesque. Comprenons que les synapses sont tous les liens qui vont se créer au fur et à mesure où je découvre, je rentre dans le protocole de je ne sais pas, donc je peux apprendre. Et si je peux apprendre, mon cerveau, dans la neuroplasticité, va développer toutes ses capacités. Moi-même, je suis aveugle et j'ai développé l'écolocalisation. D'abord, d'une façon simple, on va dire plus ou moins classique, un peu comme tous les aveugles, on appelle ça la perception du visage, où lorsqu'un obstacle se présente devant nous, même sans les yeux, à quelques centimètres, on sent la présence et on peut éviter beaucoup d'accidents. Puis ensuite, en développant le clic, qui est un son que je fais avec la bouche, où je vais être entraîné à écouter le retour. Et je peux avoir des informations jusqu'à 10 mètres, 50 mètres, même 100 mètres de distance pour les choses qui sont plus grandes. Et le cerveau va se réorganiser, c'est-à-dire que la vue, telle que vous la percevez, est incompréhensible. C'est pourquoi, lorsque vous êtes petit, vous avez une vision très floue. Et vous avez besoin, en tant que bébé, d'aller toucher les choses. Et en allant toucher les choses, vous percevez petit à petit les formes, et c'est en touchant que votre cerveau apprend à de mieux en mieux reconnaître les choses et va créer la vision proportionnelle à ce que nous avons découvert dans le toucher.
et nous allons développer une intelligence d'analyse. Lorsqu'on développe l'écolocalisation, on fait exactement la même chose, on clique et on va toucher. Et ce faisant, on restimule le protocole de toucher, qui veut dire redonner une forme, à tel point que la zone cartographique du cerveau pour analyser la vision, qui est endormie et qui n'est virtuellement plus irriguée chez un aveugle, se remet à être irriguée au bout de quelques semaines à peine, parce que les informations des oreilles viennent être analysées dans cette zone particulière, reçues comme une information visuelle. Et à certains moments, quand vous pratiquez l'écolocalisation, pendant quelques secondes, je vous assure que vous voyez vraiment. Donc je suppose que nous réinventons les couleurs, mais de temps en temps, pendant quelques secondes, on oublie d'être aveugle, on voit véritablement à travers les oreilles, à travers le clic. Ça, c'est la neuroplasticité. Si on est capable de faire ça, on peut faire n'importe quoi dans son cerveau. Quand on prend la synesthésie, c'est le fait d'assimiler plusieurs sens en même temps. Donc, par exemple, les notes de musique vont avoir un goût, ou la couleur va avoir un sentiment ou un goût, et ainsi de suite. Eh bien, on va s'apercevoir que les gens qui travaillent comme ça, ils vont, par exemple, écouter une musique et vont faire une peinture. Parce que pour eux, la musique est une peinture, avec des couleurs particulières, une forme particulière. Et on va dire, oui, mais bon, c'est peut-être du délire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait des tests et que 95% des gens qui ne sont pas synesthésiques et à qui on va demander de faire une peinture, que va nous invoquer telle ou telle musique, on va retrouver les mêmes formes et les mêmes couleurs. Donc, beaucoup plus vague, mais objectivement, il y a une inspiration très claire avec le dessin qui a été fait par un synesthésique. Donc ça veut dire que nous, sans la synesthésie, nous sommes tout de même synesthésiques, puisque nous sommes capables de voir ce que officiellement nous ne sommes pas capables de voir, et que seuls les synesthésiques qui mélangent plusieurs sens en même temps voient. Donc encore une fois, plasticité cérébrale, acceptation que nous pouvons capter et voir les choses différemment, et nous allons voir et percevoir de mieux en mieux, car la plasticité cérébrale est à la disposition de notre volonté. Si j'imagine que je peux voir avec des clics, mon cerveau se met à travailler, à être stimulé, et en quelques semaines ou quelques mois, c'est le cas, c'est ce qui arrive. Toutes les choses que vous n'êtes pas capable de développer avec votre cerveau ne sont que des croyances négatives qui vous ont interdit de stimuler vos cellules gliales et vos synapses pour tisser des liens beaucoup plus riches et beaucoup plus puissants dans votre cerveau. Quelles en sont les limites? Nous ne les connaissons pas. Tout est possible, tout est ouvert. Pour vous donner une autre idée par rapport au pouvoir, aux capacités du cerveau, si on déroule et qu'on met bout à bout toutes les câblures, si je puis dire, du cerveau, toutes les connexions du cerveau, nous avons 170 000 kilomètres de câblures à l'intérieur de la Terre. On peut faire 2 fois le tour de la planète Terre avec tout ce que nous avons comme câblure dans le cerveau. Quand on regarde cette puissance colossale, quand on regarde la quantité de neurones, de cellules gliales, de synapses, évidemment, on parle d'une machine branchée sur une énergie qu'on ne comprend encore pas, qui existe, on sait qu'elle est là, on sait qu'il y a cette matière noire, cette énergie noire, on ne sait pas comment ça marche, mais on sait qu'on est lié à cette énergie cosmique, qu'on l'utilise, qu'on la capte et qu'on l'incarne dans notre existence, avec une machine qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer dans la complexité, dans le pouvoir. Au regard de cette gigantesque machine, qui est faite à l'image même de la structure du cosmos, comment pourrait-on dire que telle ou telle chose est impossible pour un cerveau? Qui oserait avoir assez d'arrogance pour affirmer une chose aussi stupide? Alors nous parlons du cerveau reptilien, qui n'a de reptilien que le nom, et qui est une prolongation de la moelle épinière qui va aller jusqu'au centre du cerveau. Alors dans la partie supérieure du tronc cérébral, il y a des neurones qui sont aussi
des amas de neurones qui sont là. Et on s'est aperçu que ces neurones, ce sont des neurones qui vont contrôler la rythmicité du cerveau. Il va aussi contrôler la rythmicité du cœur et la rythmicité de la respiration. Donc, encore une fois, très étrangement, dans ces neurones qui sont connus depuis relativement peu de temps finalement, on a encore une fois l'incarnation des 3 tantièmes classiques clés de toute chose chez les Chinois, tantième inférieur, tantième du cœur et tantième du cerveau. Rythmicité du cerveau, rythmicité du cœur et rythmicité de la respiration qui devrait partir de tout en bas du corps, du pelvis. Alors comme je le disais précédemment, dans cette partie du tronc cérébral, il y a la rythmicité de la respiration qui est 80% inconsciente pour 20% consciente, sachant que nous sommes le seul animal au monde à avoir ce système-là. Soit il y a un système complètement inconscient, soit il y a un système complètement conscient, comme chez les dauphins, chez les cétacés en général, qui n'ont pas de bulbe rachidien et qui donc ont une respiration entièrement consciente. Nous avons un système mitigé entre les deux, 80% pour 20%. Les apnéistes arrivent par la plasticité cérébrale à changer ceci et à augmenter très largement le pourcentage de la respiration consciente, ce qui leur permet donc d'agrandir des capacités d'apnée. Alors par ça, on va comprendre que puisque les zones de rythmicité de la respiration et du cerveau sont très proches l'une de l'autre, il y a une interaction entre les deux, et plus on va contrôler sa respiration, et plus on va contrôler la rythmicité cérébrale et calmer le cerveau, pour entrer dans un champ de conscience en extension. Par exemple, pour bien comprendre, la zone olfactive, le nerf olfactif, est très proche des mémoires émotionnelles du cerveau. Et c'est pourquoi, naturellement, on va mélanger les choses. Et alors qu'on a des couleurs très précises, on ne va pas dire « Oh tiens, c'est bleu comme les yeux de grand-mère. Oh tiens, c'est jaune comme les cheveux blonds de ma cousine. » On dira « C'est blond, c'est bleu, c'est rouge. » Les couleurs ne sont pas liées aux émotions. Par contre, on dira « Oh, ça sent comme chez grand-mère. Oh, ça sent mon chien. » Mon copain en tant que chien, en tant qu'animal familier, ainsi de suite. Oh, ça sent les vacances. Oh, ça sent... On mettra beaucoup d'odeurs qu'on va lier avec des émotions particulières. Parce que dans la cartographie cérébrale, l'analyse du la présence du nerf olfactif, l'analyse des odeurs et les émotions sont très proches l'une de l'autre. La rythmicité cérébrale et la rythmicité respiratoire biologique sont regroupées ensemble dans la colonne vertébrale, au sommet de la colonne vertébrale. Donc, dans le tronc cérébral. Donc, le contrôle de l'un amène le contrôle de l'autre. Quand on contrôle et apaise sa respiration biologique, on apaise aussi sa respiration cérébrale. D'ailleurs, dans l'ostéopathie, sur ce qu'on appelle la respiration primaire, on travaille sur le rythme cérébral pour calmer les respirations profondes et calmer les stress. Donc si ça marche dans un sens, ça marche dans l'autre. Quand vous calmez votre respiration, quand vous calmez vos stress, vous calmez évidemment aussi votre rythme cérébral et vous rentrez de plus en plus dans un champ de conscience d'expansion. Plus vous êtes dans un champ de conscience d'expansion, moins vous êtes stressé, plus vous êtes ouvert à la joie, au bonheur, au rire, à la simplicité. 4 centièmes de millisecondes avant l'arrêt cardiaque, on a découvert que le cerveau donnait l'ordre au cœur de s'arrêter. Donc ce n'est pas un événement biologique qui se passe, c'est bien une décision cérébrale qui vient de notre inconscient, qui vient de toute une guerre intérieure, de plein de choses non gérées, qui va provoquer à un moment la décision d'éliminer la vie. Arrêt du fonctionnement du cœur. Il y a des cellules cérébrales autour du cœur aussi, évidemment très peu, mais elles sont là tout de même. Et par ceci, on peut complètement contrôler le cœur
Et c'est pourquoi certains grands maîtres yogis arrivent à ralentir leur cœur, les apnéistes et autres, parce qu'il y a un contrôle qui est possible. Et comme nous ne contrôlons pas ce rythme cardiaque qui est lié à toutes les émotions, à toutes les angoisses, tout cela provoque encore des réactions hormonales dans le corps, dans le cerveau, qui amènent à encore plus de stress, encore plus d'accélération et encore plus de champ de conscience restreint. C'est donc un cercle vicieux dans notre boîte de savoir-faire qui ne nous mène qu'à un savoir-faire de stress, de limitation, de frustration et de terreur. Nous savons que le relais nodal dans le cœur est directement en lien avec la moelle épinière. Donc, cet ordre qui passe du cerveau à la moelle épinière dans les centres rythmiques pour ensuite donner l'ordre au cœur de s'arrêter, c'est une évidence scientifique que l'on peut même dessiner dans le chemin de l'ordre qui descend vers le cœur. Alors je voudrais maintenant porter plus l'attention sur le cortex préfrontal, qui contient quand même 30 milliards de neurones. Donc c'est une partie très importante de notre cerveau, et c'est la partie la plus évolutive à travers les âges. Et c'est la partie qui continue à grandir au fur et à mesure de notre évolution vers une intelligence supérieure. Et ce centre-là est très important, puisque c'est aussi un centre qu'on lit dans la spiritualité au troisième œil, à la connaissance absolue, et étrangement parlant, pour dessiner un parallèle, un parallèle intéressant, c'est que les dauphins, qui utilisent aussi l'écolocalisation, ne cliquent pas avec leur bouche, puisque la bouche n'a pas de contact direct avec l'air, ce qui leur permet donc de manger dans l'eau et même très profondément dans l'eau, ce que nous ne pouvons pas faire, puisque nous avons la trachée respiratoire aussi avec l'alimentation. Le dauphin ne respire que par l'air, circule par l'ancienne truffe du chien, puisque le dauphin était un chien, dans le passé, un loup. Et si vous imaginez la gueule du dauphin, vous imaginez la truffe qui petit à petit remontait le long du nez pour arriver jusqu'au haut du crâne. C'est le système respiratoire de la truffe qui est remonté jusqu'au sommet du crâne, qu'on appelle l'évent aujourd'hui. La respiration du dauphin passe donc dans tout le corps évidemment, mais ne passe pas par la bouche. L'air alimente aussi la bouche, mais l'air ne passe pas par la bouche chez le dauphin. Et pour cliquer, comme moi je fais avec la langue, eux le font avec une poche qui se retrouve exactement devant le cortex préfrontal, sur le front, et là va émaner un son qui permet d'analyser tout, de tout connaître, puisque le dauphin est capable de connaître même ce que vous avez mangé, ce que vous ressentez, puisqu'il est capable de lire tout ce qu'il y a dans votre corps à partir du moment où vous êtes dans l'eau, puisque votre corps est principalement liquide. Donc le dauphin analyse des choses à des distances fantastiques, avec une précision fantastique. Un dauphin est capable de reconnaître une femme enceinte après 2 heures de grossesse, et fera un son particulier en reconnaissant la grossesse d'une femme. Il y a un fœtus dans le ventre, avec un son très particulier, qu'ils ne font que dans ce cas particulier. Donc facile à tester au niveau scientifique avec le temps. Or, c'est le même secteur où l'on se représente Ajna chez les spiritualistes, le troisième œil qui permet d'avoir la connaissance absolue. Et cette analogie entre le dauphin et le cerveau et le cortex préfrontal est une analogie évidemment très intéressante qui nous permet encore une fois, quand on élargit sa conscience sur un champ de conscience en extension, de voir qu'il y a là des choses qui sont ouvertes de toutes parts, qui se regroupent, qui nous montrent la même direction, la même évolution, et qui peuvent nous permettre de comprendre que le cortex préfrontal, l'évolution de l'être humain vers une intelligence supérieure, nous développe, nous tourne de plus en plus vers une connaissance inspirée, vers une connaissance qui dépasse la simple connaissance du savoir-faire. Alors une chose que j'ai pu développer avec le temps dans ma pratique d'écolocalisation,
c'est qu'au lieu de raisonner simplement avec la bouche, je fais raisonner avec la bouche et avec le nez, et ça remonte dans le front. Et j'ai l'impression, d'une façon physique, que le clic que je fais, c'est comme une espèce d'onde d'un radar qui part de la bouche, qui remonte jusqu'au front à peu près, et sur tout le visage qui part vers l'avant en résonnant pour avoir des informations. Et quand on pratique ça intensément, on finit par avoir des informations purement sonores, mais on commence à avoir des informations plus subtiles, des informations qui ressemblent un peu plus à la lecture du sonar du dauphin, avec des émotions, avec des états d'être de certaines personnes, de certaines situations qui ne pourraient pas se lire avec le son, même pas avec les yeux. Et là, on commence à percevoir des choses encore plus subtiles qui existent, qui sont là, qu'on peut lire, sur lesquelles on peut réagir, et qui nous montrent que ce cortex préfrontal, utilisé correctement par la magie de la neuroplasticité et la magie de la véritable liberté, libre arbitre, par cette expansion du champ de conscience, on arrive à toucher des choses, à développer des choses qui dépassent tout ce que l'on veut bien imaginer de la science classique, restreinte. Le cortex préfrontal, qui est fait de 3 régions, inférieure, médiane et supérieure, c'est le chef d'orchestre de tout le cerveau. Et le cerveau, c'est le chef d'orchestre de tout le corps. Et le cerveau, c'est aussi le chef d'orchestre de tous les courants énergétiques. Donc, ouvrir son champ de conscience vers une évolution plus sereine, plus profonde, plus véritable, plus joyeuse, plus aimante, c'est le chemin purement scientifique pour avancer vers des capacités inimaginables, cosmiques. Comme je l'expliquais précédemment, la difficulté ne provient pas du problème lui-même, la difficulté provient du fait que le cerveau n'est pas préparé à affronter une chose nouvelle. Et le cortex préfrontal, c'est cette zone particulière du cerveau qui va permettre de se préparer à affronter un problème, une difficulté, qui ne sera plus une difficulté puisque le cerveau aura été préparé à l'avance, sereinement, c'est-à-dire ouvrir son champ de conscience d'extension, parce qu'on est prêt à affronter un problème qui n'est plus un problème insoluble, mais un problème facilement solvable par un cerveau qui s'est préparé à l'avance pour étudier la musique, pour apprendre à pratiquer les arts martiaux, pour apprendre à percevoir des choses, dans un champ d'acceptation, d'ouverture en disant « je suis capable ». Et je vais me projeter, avant de véritablement faire le travail, je vais me projeter en visualisation, en travail de méditation, en train de faire ce travail, en train de savoir que je suis capable d'apprendre physiquement, que je suis capable de percevoir, que je suis capable de voir sans mes yeux, que je suis capable de sentir ce que les autres pensent qu'on ne peut pas sentir. Et quand je me visualise, je me projette dans ces capacités, mon cortex préfrontal, chef d'orchestre du cerveau, va organiser le cerveau pour être capable d'utiliser ce qui est à utiliser, à développer, à ouvrir, pour être capable d'affronter quelque chose. La grandeur d'une difficulté ne provient pas du problème lui-même, mais de l'incapacité à préparer son cerveau à affronter un problème qui devrait être résolu très rapidement, pour être résolu d'une façon très rapide. Encore pour mieux comprendre la structure du cerveau, nous avons 5% du cerveau en partie consciente, 25% en partie subconsciente et 70% en partie inconsciente. Et pourtant, on va perpétuellement travailler tous les aspects, puisque quand on dort, par exemple, on va continuer à assimiler un problème, une éducation, une pratique qu'on a affrontée pendant la journée. La cartographie cérébrale va nous permettre de voir que nous sommes en train de travailler les mêmes choses et de finir d'apprendre en dormant. Et le lendemain matin, vous êtes beaucoup plus capable de faire les choses. Les gens qui ont vécu des NDE décrivent le fait qu'au moment de leur mort, ils sont infiniment plus efficaces qu'au moment où ils sont éveillés et dans l'état normal, ce qui est logique, puisqu'en fait, il y a une utilisation globale du cerveau ou des capacités de l'esprit.
Dans l'état de sommeil, ce qui est important à savoir aussi, c'est qu'on utilise beaucoup plus son cerveau quand on est en sommeil, donc on est beaucoup plus détendu, que lorsqu'on est éveillé. Si l'on considère que 25% du cerveau sont des parties subconscientes, avec 5% conscientes, eh bien, il est clair que lorsque je trahis ma vie, lorsque je trahis mes amis, lorsque je trahis mes valeurs, bien sûr que je gagne. Je vole de l'argent, j'ai gagné de l'argent. Malhonnêtement, mais je l'ai, c'est dans ma poche. Si j'ai menti à quelqu'un, ben j'ai ce que je voulais, donc c'est dans la poche. Mais en fait, je gagne, mais je perds. Car si je serais après dans le déni ou dans la négation des choses, en même temps, mes parties subconscientes, soit 25% du cerveau déjà, seront en opposition totale avec les 5% de ma partie consciente. Donc quand je vais estimer que j'ai le droit de rencontrer une fille bien, quand j'ai le droit, j'estime que je peux faire ça, que je suis capable de faire ça ou ça, toutes les parties mémorielles négatives de trahison, d'opposition qui sont dans mon cerveau vont rester là et vont agir contre ma partie consciente. 5% contre 25%, sans parler de l'inconscient après, 70% de zones profondes de transformation. Donc la clé d'un contrôle cérébral, d'une évolution positive, c'est d'être en unité avec soi. Que ce soit sa partie consciente, subconsciente, inconsciente, les trois doivent devenir un, tout comme il y a les 3 tantièmes chez les Chinois qui doivent devenir un. Même Jean-Claude Van Damme l'a dit. 3 est égal à 1, ou 1 plus 1 plus 1 égale 1, je ne sais plus ce qu'il racontait comme définition débile, mais dans l'esprit, c'est exact. Si mon cerveau est en unité et que je suis en alignement avec moi-même, en paix avec moi-même, je suis infiniment plus capable de faire des choses, puisque lorsque je veux faire une chose, il n'y a pas des antiforces et des contre-forces qui vont se dresser dans mon esprit à mon insu de ma partie consciente. Encore une fois, pour bien comprendre ce qu'on ne comprend pas dans le cerveau, on est capable d'analyser les 5% et les 25%. Les 5% du conscient touchent une partie des 25% du subconscient. Par contre, les 70% de l'inconscient et de toute cette masse du cerveau, on ne sait absolument pas à quoi ça sert, on ne sait absolument pas surtout comment ça fonctionne en interaction avec les autres parties du cerveau. Donc, moralité, comme j'ai dit précédemment, on ne sait absolument pas encore comment utiliser correctement notre cerveau et qu'est-ce que notre cerveau est capable de faire. Encore une fois, je le rappelle, en astrophysique, on a 5% de matière que l'on connaît, c'est toutes les étoiles que l'on voit autour de nous. Puis nous avons 25% qui correspond parfaitement au subconscient et qui est la matière noire. Et ensuite, nous avons 70% d'énergie noire. Encore une fois, l'énergie noire, la même proportion que dans le cerveau, nous ne savons pas à quoi elle sert. C'est un champ de conscience, c'est un champ d'unité. Alors, quand on regarde les gens qui disent être en contact avec des anges, avec des guides, avec des morts, on dit c'est de la stupidité. Comment pourrait-on savoir si c'est vrai ou faux, si c'est de la stupidité ou pas, alors que notre cerveau est lié directement à un champ d'énergie du cosmos que nous ne comprenons pas non plus. Donc dire que c'est cela, non, ce serait affirmer des choses. Mais pouvoir dire que ce n'est pas possible d'être en contact avec des guides, avec des anges, avec de la télépathie, avec des morts, avec... Comment pourrait-on affirmer des choses comme ça alors qu'on ne sait absolument pas comment notre cerveau fonctionne, d'où il capte son énergie d'électricité, d'énergie pure, et sous quelle forme il est en relation avec cette énergie noire que de toute façon nous ne comprenons pas non plus. On peut garder en conscience aussi que le cosmos ça veut dire ordre en grec. Et l'essence même de ce cosmos, c'est principalement de la matière noire, de l'énergie noire. Notre cerveau est fait à la même image, mais nous allons croire que nous avons le droit d'avoir un cerveau complètement incohérent, en opposition totale avec nos jugements moraux, entre nos actions, nos dénis, nos refus, nos préférences, nos injustices. On amène notre cerveau dans un chaos total, dans une guerre totale, dans une incohérence totale, alors que le cosmos lui-même est décrit par le mot cosmos, qui veut dire ordre. Mais nous avons le droit d'avoir un outil cosmique complètement dans le désordre et croire que nos capacités de
de champ de conscience restreint sont les seules capacités qui sont à notre disposition et que toute autre chose est inventée et délirante. Alors que nous ne faisons qu'à peine commencer à comprendre l'interaction entre l'énergie noire et le cerveau. Je parlais précédemment de la post-rationalisation ou rétro-rationalisation, qui nous permet donc de justifier les attitudes que l'on va avoir parce qu'on va essayer de cacher toute cette guerre qu'on a avec notre cerveau, avec ses couches différentes. Il y a 5 couches différentes dans le cerveau, 5 couches différentes dans le cerveau, oui, et 3 niveaux de conscience avec donc le conscient, le sous-conscient et l'inconscient. Et on va utiliser cette rétro-rationalisation, post-rationalisation, pour justifier les choses. Or, il faut comprendre une chose, l'isolement chimique intellectuel n'existe pas, c'est une illusion. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que mon entourage, par mes cellules miroirs, mon incapacité de faire la différence par les cellules miroirs entre ce qui est en moi et ce qui est autour de moi, fait que l'isolement chimique intellectuel n'existe pas. Lorsque je vais voir quelque chose, lorsque je vais entendre quelque chose, lorsque je vais recevoir quelque chose, positif ou négatif, cela va provoquer une réaction chimique dans mon corps, des hormones qui vont nourrir positivement ou négativement mon corps. C'est pourquoi je dis, l'isolation chimique cérébrale ne peut pas exister, c'est une illusion. Et là où ça va encore plus loin, c'est que cette alchimie va être aussi touchée parce que je vois à la télévision, au cinéma, sur Internet. Alors quand je regarde la quantité incroyable de choses négatives que les gens regardent, soit directement dans leur vie, soit à la télévision, les crimes, les massacres, c'est une alchimie cérébrale terrible, terrible, qui ne crée que davantage d'opposition dans le corps, donc davantage d'incapacité d'avancer. Mais si je décide de manger comme un monstre et de peser 400 kilos et d'en faire une conclusion que marcher 3 km c'est impossible, à 400 kilos, évidemment. Mais à 70 kilos en étant en pleine forme, c'est évidemment une autre réponse qu'on va trouver. C'est ce que l'on fait avec le cerveau, par la rétro-rationalisation, par cette alchimie qui va travailler en nous par tout ce qui nous entoure, ce que l'on perçoit, ce qu'on est obligé de faire par acceptation, parce que c'est plus pratique, parce que c'est raisonnable et ainsi de suite. Oui, notre corps pèse 400 kilos. Et mentalement, il y a bien des choses que l'on dit être totalement impossibles de faire, qui sont en réalité totalement possibles si vous avez un corps, un cerveau en bon état, en bonne unité, et sans un poids, une forme d'obésité cérébrale monstrueuse. Être un avec soi, être un avec son cerveau, dans les 3 niveaux différents, conscient, subconscient, inconscient. Être ferme et solide dans son cerveau, constant dans son cerveau, fier de ce que l'on est, joyeux, heureux, plein de rire, 300 fois par jour comme un enfant, plein de joie, plein de bonheur, plein d'amour. Ceci dilate, libère les ventricules, ouvre le champ de conscience pleinement, avec un champ d'harmonie. Le champ de conscience en expansion, c'est un champ de conscience en harmonie, qui n'est pas en opposition avec d'autres parties du corps et du cerveau. Et quand on entre dans tout cela, combien les choses sont faciles. C'est finalement une grande révolution à entendre, mais c'est très simple à comprendre. Peut-être plus difficile à accepter à cause de votre entourage qui dit non, 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 non. Changez votre entourage. Entourez-vous de gens, allez dans des communautés, dans des endroits où les gens ont envie de vivre différemment. Expérimentez l'amour, la confiance, la tranquillité, la sérénité, la fierté d'être ce que vous êtes, et vous allez voir combien votre mémoire va augmenter, combien votre sensibilité va augmenter, combien votre créativité va augmenter, parce que tout cela est lié. Nous ne sommes pas isolés. Malgré ce que l'on veut bien nous présenter, nous ne sommes pas isolés. L'isolement chimique intellectuel n'existe pas. Et les réactions chimiques cérébrales
c'est l'essence même, le suc même de notre vie et de notre évolution. J'expliquais que dans le cortex préfrontal, on peut visualiser pour être capable d'affronter de nouveaux problèmes qui vont vite être résolus. Et on doit comprendre que ce que l'on va voir régulièrement autour de nous, nous pouvons dire que c'est une programmation préfrontale, du cortex préfrontal, pour être capable d'affronter de nouvelles choses qui vont être programmées dans notre cerveau, cette fois-ci d'une façon négative. Au lieu de programmer son cerveau pour se visualiser en train de jouer de la musique, en train de faire de la gymnastique, en train de faire de la créativité, en train de que sais-je, on va faire une programmation du cortex préfrontal, chef d'orchestre du cerveau, pour accepter des choses comme la violence, que je vais voir perpétuellement à la télévision, comme l'obésité, que je vais finir par accepter comme une normalité, comme la cigarette, comme l'alcool, comme la drogue. Et en observant toutes ces choses autour de moi, eh bien, mon cortex préfrontal va programmer ces choses comme étant normales, acceptables, et donc je vais les accepter dans mon propre corps. Alors que c'est une incohérence et une folie totale, je vais les accepter dans mon corps, je vais les programmer dans mon corps. Et comme je dois voir que je peux programmer les choses les plus saugrenues, les plus négatives par rapport à moi-même, je peux aussi décider, de refuser et d'être entouré par des gens beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus sains. Donc je verrai toujours plus au loin des gens obèses, des gens qui boivent, mais je cesserai de me nourrir perpétuellement de cette violence, de cette obésité, de ces cigarettes, de toutes ces choses-là. Donc je vais créer un entourage autour de moi plus positif, et mieux encore, je vais travailler mon cortex préfrontal pour programmer des choses que je croyais impossibles, alors que si je les visualise possibles, comme de fumer, comme de boire de l'alcool, comme de devenir obèse, comme d'être violent, comme d'être traître, ainsi de suite, si je programme mon cortex préfrontal sur des choses positives, comme jouer de la musique, comme être doué pour jouer de la musique, comme être doué physiquement, comme être doué dans la compréhension, dans l'empathie, dans la sexualité, dans la sensualité, dans l'art. Je peux ouvrir, pour parler des langues étrangères, je peux ouvrir en moi des capacités infinies qui, au lieu d'être tournées vers le négatif de la société, seront tournées vers le positif de l'évolution spirituelle. Si je me programme en train de parler à des entités, aux entités de la nature, à la forêt, à l'énergie, à la mer, je peux le faire, car je suis capable de toute chose par le fantastique outil qu'est ce cerveau qui n'est qu'une contraction du cosmos. Donc, tout est possible. Je dois faire aussi un crochet par une définition psychologique qui s'appelle ODD, en tout cas en anglais. Oppositional Defiant Disorder, et qui veut dire qu'aujourd'hui est classé comme maladie, ce qui n'existait il y a encore pas longtemps, ça n'existait pas, en psychologie. On parle aujourd'hui du fait de, par exemple, si je suis dans une société où tout le monde mange de la viande, et moi j'ai envie d'être végétarien parce que je trouve ça juste, c'est mon évolution personnelle, eh bien aujourd'hui, il y a une telle évolution dans la soumission, dans l'autorité, dans la masse, dans la société et tout cet ensemble d'acceptation du groupe, qu'aujourd'hui, une différenciation particulière comme d'être végétarien dans une société qui mange de la viande, ça pourrait être classé en tant que ODD, c'est-à-dire Opposition Defiant Disorder. Defiant Disorder, c'est une déformation, un désordre qui provient de la défiance et de l'opposition. Oppositional Defiant Disorder. Donc, au lieu d'être là et de dire « Ah, c'est ton chemin, tu es différent », on peut aujourd'hui le classer en maladie psychologique. Ce qui veut dire que si vous êtes à l'hôpital et que vous refusez la nourriture de l'hôpital, moi j'ai une amie qui refusait, elle était à l'hôpital, elle avait un accident, tous les jours, il y a une amie qui lui apportait des graines germées, des trucs pas très classiques par rapport à l'hôpital, elle ne mangeait que ça. Les médecins, en ce temps-là, étaient surpris, ils se disaient c'est une originale. Aujourd'hui, on dirait c'est une ODD. Et ODD veut dire j'ai le droit de te donner des médicaments pour une maladie que tu ne connais pas, comme la paranoïa, comme la schizophrénie.
Le médecin ne va pas venir vous trouver, vous dire « Ah voilà, donc comme vous êtes schizophrène, je vais vous donner ça. Vous êtes déséquilibré dans l'hôpital d'après les dires médicaux, donc on va vous donner un médicament pour vous aider à vous adapter à la vie dans l'hôpital, par exemple, ou dans la société. » À partir du moment où le classement ODD existe, la marginalisation devient une maladie. Donc, rentrer encore plus dans le groupe pour accepter la masse. Et encore une fois, l'isolement chimique cérébral n'existe pas puisque l'envahissement de l'extérieur devient encore plus pesant qu'avant grâce à cette définition d'une nouvelle maladie, une nouvelle classification ODD, Oppositional Defiant Disorder. Les astrocytes, qui sont liés aux cellules gliales, qui permettent donc de développer les synapses, vont être, par exemple, le cerveau d'Einstein qui avait été volé et qui a été caché pendant 27 ans. Avant de réapparaître, on a pu voir que le cerveau d'Einstein n'était pas plus grand, plus lourd qu'un autre. Par contre, il avait beaucoup plus d'astrocytes. Donc, c'est pas une masse plus importante, mais une connexion plus importante. Une communication plus importante de cellule à cellule, de neurone à neurone. Les astrocytes, les cellules gliales, ont cette fonction-là. Or, il est important de voir encore une fois que dans notre société, nous fermons de plus en plus à la communication. Oui, je sais, Internet, le téléphone, mais tout ça n'a rien à voir avec la communication. La communication, ça se passe de cœur à cœur, d'âme à âme, avec quelqu'un qui est à côté de nous et avec qui on va parler. Or, moi, j'ai vu en travaillant avec une amie qui étudiait aussi la psychologie, établir des choses qui devaient être dites à quelqu'un dans la pièce d'à côté, et la fille prenait le portable et envoyait un message. Elle dit « Mais tu pourrais aussi pousser la porte. » « Oh non, je ne veux pas les déranger, j'envoie directement un truc sur le portable, c'est beaucoup plus simple et efficace. » Donc, plus on se ferme à l'extérieur à la communication, plus on se ferme à l'intérieur. Les cellules gliales, les astrocytes, sont aussi énormément touchés par la pollution. La pollution de la nourriture et la pollution de la respiration. Donc, encore une fois, tout semble être fait pour fermer la communication, pour fermer trop de synapses qui se communiquent les uns vers les autres, trop de communication de nous à nous-mêmes, d'unité entre nos conscients, subconscients, inconscients, avec de plus grandes difficultés de créer des synapses et de laisser vivre purement les astrocytes et les cellules gliales pour finalement ouvrir ou fermer la capacité d'unité. Donc on est de plus en plus spécialisé, isolé, incapable de communiquer et incapable surtout de communiquer avec le tout étant en moi-même et le tout étant à l'extérieur de moi. Et sur l'humanité et le tout étant au-dessus de l'humanité dans ce qu'on appelle les frères augustes, dans l'inspiration spirituelle, dans la matière grise, la matière noire et l'énergie noire. Comme les humains sont toujours très doués pour aller vérifier d'une façon monstrueuse en vivisection, certains scientifiques ont greffé des astrocytes à des cerveaux de souris. Et ces astrocytes se sont développés partout dans le cerveau des souris. Et 1 an plus tard, les souris étaient capables de 2 fois plus d'adaptation pour apprendre, pour tester, pour découvrir des choses, 2 fois plus intelligentes que les souris sans astrocytes. Donc cette partie-là est une partie extrêmement importante. Et on va dire que les astrocytes, c'est vraiment la clé de la communication, et dans le cerveau et à l'extérieur du cerveau. Nous ne sommes jamais isolés. L'isolement chimique intellectuel cérébral n'existe pas. Donc si on ferme toute communication autour de nous, on ferme aussi la stimulation d'astrocytes, qui est l'art de la communication et des synapses intérieures et de l'intelligence grâce à la communication de cellule à cellule, de neurone à neurone. Pour mieux comprendre encore le fonctionnement du cerveau, on peut se tourner vers la classification des ondes qui a été faite par le docteur Berger. Nous avons les ondes delta, qui sont, si je me souviens bien, les plus lentes.
les plus profondes, en sommeil profond, puis les ondes θ, puis les ondes alpha et les ondes bêta, et enfin, dans le cadre d'une excitation qui se développe de plus en plus, qui devient tout à fait commun dans notre société moderne, les ondes gamma. Pour bien comprendre ces ondes, il faut s'intéresser aux rêves hypnagogiques. Qu'est-ce que sont les rêves hypnagogiques? Les rêves hypnagogiques, c'est le fait de rêver en étant conscient. Vous rêvez beaucoup plus par rêve hypnagogique que par rêve classique. Pourquoi? Parce que vous travaillez à travers ce sous-conscient et cet inconscient, et toutes ces idées, ces 70 000 idées dont je parlais déjà précédemment par jour, ce sont des idées qui vont résonner sur vos peurs, vos terreurs, vos mémoires, vos traumatismes, et ainsi de suite. Ce sont aussi les rêves hypnagogiques, une autre définition, et qui fait que lorsque je veux faire quelque chose, je voudrais jouer d'instruments de musique, mais en même temps, je me visualise déjà ridicule devant une population, devant un groupe, devant mes parents qui se moquent de moi qui suis balourd et qui m'assied sur la guitare et qui la casse. Que sais-je, toutes les choses que je pourrais imaginer qui viennent de mon subconscient et inconscient. Ce sont mes rêves hypnagogiques qui vont me mitrailler perpétuellement dans mon état d'éveil normal. Ce qui veut dire que je dois de plus en plus développer cette unité dans le cerveau. Au regard des rêves hypnagogiques, je suis obligé de développer mon honnêteté pour développer ma cohérence et mon unité dans mon cerveau, pour être clair avec moi-même. Plus je vais dans un champ de conscience en expansion, plus je vais ralentir mon rythme cérébral, je vais ralentir mon rythme biologique de respiration, je vais apaiser mon corps, je vais apaiser ma biologie et être en harmonie dans mes 3 tantièmes, dans l'unité de ma vie, de ma pensée, de mes actions, de mes rêves, hypnagogiques ou pas. Et donc c'est un cercle positif, puisque plus je vais dans une situation où je me suis préparé, où je me suis ouvert, où je me suis programmé pour être capable de faire face à telle ou telle chose, je vais contrôler de plus en plus mes rêves hypnagogiques et je vais de plus en plus développer mes capacités. Et ce faisant, j'aurai un champ de conscience en expansion qui va me permettre de ralentir mes ondes cérébrales, comme le disait notre ami Berger. Donc, en ondes bêta, basiquement, on a juste accès à notre savoir-faire, c'est-à-dire à l'accumulation de savoir-faire qui viennent de gens que nous n'avons pas choisis, qui nous ont imposé un savoir-faire qui n'est pas forcément le meilleur. Donc évidemment, il y a le savoir-faire de parler anglais, le savoir-faire de réparer une machine, un ordinateur, mais il y a aussi le savoir-faire, on le claire aussi dans le savoir-faire, de ne pas se mettre nu devant des gens parce que se déshabiller, c'est mal. Le savoir-faire de manger de la viande à tous les repas parce que c'est nécessaire. Le savoir-faire d'être timide. Le savoir-faire d'être calculateur, d'être menteur. Il y a toutes les formes de savoir-faire qui risque d'envahir sous forme donc de supersonnalité, si vous préférez, tout le secteur bêta et encore plus gamma. Quand on arrive dans le secteur alpha simple ou alpha profond, alors on a accès à un libre arbitre, à une véritable pensée unique de ma part, en alignement avec moi-même, avec ce que je suis, et avec ma progression pour retourner du petit frère vers le grand frère. Le petit frère, c'est le cerveau, le grand frère, c'est le cosmos. Donc quand on est dans les ondes gamma, on est à 30-40 Hz et au-dessus, et on est dans un savoir-faire qui est même extrêmement limité, un savoir-faire de panique, un savoir-faire d'arrogance et de cinéma, où on ne peut que répéter les choses les plus fortes en nous qui proviennent des traumatismes, des lavages de cerveau, des hystéries, des obsessions, des arrogances. Et il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, on a de plus en plus affaire à des gens dans les ondes gamma. Par exemple, si je prends l'affaire des Twin Towers,
les tours jumelles, il est clair que n'importe qui a un QI au-dessus de 70 à peu près est capable de comprendre que les tours jumelles, c'est une escroquerie totale. C'est une impossibilité scientifique, une montagne d'impossibilités scientifiques. Pourtant, si on parle aux Américains, la plupart d'entre eux diront non, non, c'est la vérité. Donc, on peut dire que ces Américains rentrent dans les ondes gamma, où on peut leur faire avaler même les tours jumelles qui étaient détruites par Ben Laden avec des avions et des terroristes qui n'ont même pas brûlé leur passeport, etc., etc., etc. Et effectivement, quand on rentre dans les zones gamma, on doit tourner à peu près à 70 au niveau du QI. C'est clair, puisque là, on est dans un champ de conscience ultra restreint, et pourtant, ces ondes et ce champ de conscience apparaît de plus en plus dans l'humanité, largement encouragé par l'ordinateur, par la répétition du portable de l'ordinateur. Aujourd'hui, les gens ne cherchent plus à penser, ne cherchent plus à réfléchir, ils appuient sur leur téléphone, ils vont vite vérifier la date, l'endroit, ils n'ont plus que ça, donc leur cerveau leur est volé, et cette petite boîte qui pèse quelques grammes devient infiniment plus importante que cette fantastique machine divine de 1,4 kg qu'est votre cerveau. Quand on arrive environ à 30 Hz, on entre dans les rayons bêta, dans les ondes bêta. On est toujours dans le savoir-faire, un savoir-faire plus équilibré, qui peut être un savoir-faire technique aussi, d'un professionnel, d'un chirurgien, d'un informatique, un ingénieur en informatique. Mais ce savoir-faire sera un package avec le tabou, le déni, de façon à ce que mon savoir-faire, mon sac à savoir-faire, soit un sac à savoir-faire accessible et utilisable. Donc je repars ici maintenant sur non pas l'analyse de la vérité, mais l'analyse de l'efficacité. Mon sac de savoir-faire dans les ondes bêta, c'est mon esprit d'efficacité, mon cerveau d'efficacité, qui n'a rien à voir avec la vérité, qui va se trouver beaucoup plus bas dans les ondes, ou commencer à se trouver dans les ondes alpha. Quand on atteint un champ de conscience dans les 13-15 Hz, alors on rentre dans les ondes alpha doucement, et les ondes alpha sont dans un champ de conscience d'expansion qui nous permet donc d'analyser les choses d'une façon détachée, calme, sereine, que l'on retrouve aussi en Jnani Yoga, le yoga de la connaissance, où il y a des exercices particuliers pour ça, pour vraiment développer un regard détendu et défait de la situation. De 13 à 15 Hz, on commence à rentrer dans les ondes alpha et on est dans un regard très profond. Quand on arrive à peu près à 10 Hz, même 8 Hz, alors on rentre dans un état alpha profond, à la limite des ondes θ, et là on est dans un champ de conscience extrêmement ouvert, qui nous permet de comprendre de plus en plus la situation dans laquelle on est, mais la situation mondiale, la situation universelle. Dans cette forme de travail, on peut tout à fait être en contact avec des anges, avec des entités supérieures, avec des choses que l'on va capter. C'est pas très important de savoir ce qu'ils sont, quelle est la forme, mais l'essence est une forme d'intelligence cosmique. Alors, on parle au niveau spirituel d'accélération de vibration. C'est une accélération de vibration énergétique qui a un effet proportionnel inversé par rapport au ralentissement cérébral. Donc les hertz vont aller en se ralentissant, tandis que les vibrations de l'être humain les vibrations énergétiques de l'être humain vont s'accélérer. Tout comme les résonances de Schumann, qui sont les résonances de la planète par rapport à l'entrée dans notre ionosphère de l'électricité cosmique qui rentre et qui fait vibrer la planète directement comme une cloche, qu'on appelle les résonances de Schumann, qui étaient à 7,83 je crois, ou 8,73, j'ai inversé, je ne sais plus, pendant très longtemps, je pense que c'était 8,73. Aujourd'hui, les résonances de Schumann ont littéralement explosé parce que l'électricité qui entoure la planète et qui pénètre la planète à travers notre ionosphère accélère les vibrations qui sont en accord avec les vibrations spirituelles. Donc,
proportionnellement inversée aux vibrations cérébrales qui vont aller en se calmant de plus en plus. À ne pas mélanger cet aspect-là qui pourrait perturber certaines personnes qui voudraient bien comprendre l'ensemble. On peut, dans les états alpha, descendre dans les états alpha profonds de 6-7 Hertz. Et là, on est en état profond. Et beaucoup de gens vous diront « Ah oui, mais à partir de là, on ne peut plus garder sa conscience. » Non, c'est absolument faux. On ne peut pas garder sa conscience quand il y a une très grande séparation entre le conscient, le subconscient et l'inconscient. Par contre, quand on met en alignement ces trois couches du cerveau, 3 couches de fonctionnement cérébral, alors on peut aller de plus en plus dans les états profonds et calmes qui nous permettent de voir la vérité, de nous approcher de l'illumination, comme le diraient les bouddhistes ou les chrétiens avec l'état christique, avec cette huile magique divine qui est Wan, c'est-à-dire la sécrétion de cette huile que nous sécrétons nous-mêmes par la profonde relaxation qui vient descendre le long de notre cheminée de la colonne vertébrale pour descendre jusqu'au sacrum. C'est pour ça qu'il est appelé sacrum, en directe relation avec les états les plus profonds du cerveau. Travail identique que nous travaillons dans la respiration primaire et libération du 4e ventricule en ostéopathie. Donc les choses se rejoignent. Là, on atteint les états θ et les états delta, où on arrive à atteindre 3 Hz, 2 Hz et 1 Hz. Quand on arrive à 1 Hz, c'est-à-dire un battement par seconde, alors on entre dans l'illumination. On a une vision qui est tellement globale de tout, que l'on sait tout, que l'on connaît tout, que l'on peut tout. Je ne dis pas que ça soit facile à accomplir, mais c'est le but même de l'évolution, du ralentissement de notre vibration, de notre respiration, de nos battements cardiaques et de notre vibration cérébrale, avec l'accélération du champ énergétique vibratoire qui est inversement proportionnel. C'est le chemin de la connaissance, de la compassion, de la compréhension, de la connaissance et de la sagesse de tout. Calme et sérénité. Alors que notre société nous emmène dans les champs de conscience restreints, dans les champs bêta et même gamma, et si ça continue comme ça, bientôt on va inventer un nouveau classement dans les ondes encore supérieures aux ondes gamma. Affaire à suivre. Évidemment, puisque ces champs existent aussi dans l'état de sommeil, je ne peux pas me diriger vers ça sans développer un état de conscience stable dans mon état d'éveil et dans mon état de sommeil. Évidemment, découvrir le monde de mes rêves, découvrir toutes les capacités que je vis à travers mes rêves, grâce à un travail de sommeil polyphasique, avec un travail de méditation et d'énergie. Alors, évidemment, ça équivaut à 300 ans de thérapie, je peux vous le garantir, où vous rencontrez de plus en plus l'ensemble de la vérité de ce que vous êtes et vous rétablissez l'unité cérébrale, conscient, subconscient, inconscient, pour arriver au 3 qui devient 1 dans l'état d'illumination. J'espère que dans mes explications, je ne me suis pas lâché dans des choses trop compliquées. Je ne crois pas. J'ai voulu apporter un minimum de connaissances basiques pour être capable de comprendre que ce que je présente dans les autres chapitres par rapport à un travail spirituel, par rapport à un travail d'inspiration, sont des choses qui respectent absolument les règles que j'ai pu étudier en astrophysique, en neurosciences, en psychologie et en ostéopathie. Donc il n'y a aucune contradiction. La seule contradiction qui existe, c'est le contrôle intellectuel d'un système avec un champ de conscience restreint qui existe dans le cerveau des gens, mais dans la société, qui est une société de champ de conscience plus que restreint, où il est devenu normal pour certaines personnes d'être obèses, tandis que l'autre partie du monde crève de faim. Il est devenu normal de polluer la planète de façon à ce que dans 30 ou 20 ans, on n'ait plus aucune chance de survie sur ce monde. Et cette autorité-là, elle va créer le paradoxe parce que la science va dire « Ah non, mais Freud était très bien. Pasteur, qui n'était qu'un voleur, qui n'a fait que voler des inventions aux autres, qui n'a jamais rien découvert et qui a officialisé la vivisection avec laquelle on n'a jamais rien découvert. »
On peut se référer à la thalidomide si vous voulez faire quelques recherches par rapport à ça. Donc oui, il y a des contradictions, mais il y a des contradictions scientifiques par rapport à un champ de conscience restreint où l'argent est clé de tout et où le pouvoir contrôle tout. Si l'on se tourne vers une intelligence ouverte avec un champ de conscience en expansion, qui prend les choses avec naturel, avec simplicité, alors la chose est évidente et la science dit exactement la même chose que la spiritualité. Évidemment, je dois aussi écarter la spiritualité New Age, qui est tout aussi contrôlée par le champ de conscience restreint, avec le pouvoir financier, le pouvoir ascendant sur les autres, ainsi de suite. Donc il faut enlever tout ce qui est négatif, c'est-à-dire le pouvoir financier, le pouvoir ascendant. Je fais la référence autant à la science qu'au New Age, pour se tourner vers la simple et véritable spiritualité et vers la véritable science. Et là, on a exactement le même discours, les mêmes révélations, les mêmes analyses. Quand vous comprenez ça et que vous installez ça dans votre esprit, vous allez pouvoir travailler sur votre cortex préfrontal pour vous préparer votre mental, non plus à toutes ces horreurs de ce monde que vous acceptez, que vous voyez, que vous tolérez. Oh, il ne faut pas juger, dit-on. Mais ne pas juger veut dire préparer son cortex préfrontal à fumer, à être obèse, à laisser les gens crever de faim, à laisser les mendiants tout seuls, et ainsi de suite. Il faut travailler sur son cortex préfrontal dans des programmations, des préparations qui nous préparent à parler plein de langues, qui nous préparent à jouer de la musique, qui nous préparent à comprendre les guides, les anges, la spiritualité, qui nous préparent à comprendre Einstein, qui nous préparent à comprendre le cosmos, l'astrophysique, l'énergie quantique, l'ordinateur quantique, la logique quantique. Et là, notre esprit se prépare à des choses merveilleuses qui nous emmènent vers cette ouverture, vers cet aboutissement de lumière qu'on retrouve chez les bouddhistes, chez les chrétiens, chez toutes les religions, partout. C'est la vérité simple qui n'a pas besoin d'un nom, qui n'a pas besoin d'un credo particulier, qui a juste besoin d'un champ de conscience, d'expansion, de sérénité, de calme, de joie, de rire, de bonheur, d'amour. Et là, tout est là et tous les miracles peuvent s'accomplir. Merci.